Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Entre la Syrie et nous, il y a du pain et du sel, Tuz ekmek var. Par cette expression, l'écrivain Mehmet Karazu, alaouite habitant Antakya à Hatay, enclave au sud de la Turquie près de la frontière syrienne, signifie les dynamiques d'intégration entre la Turquie et la Syrie, incitées par les États à partir de 1998. Au fil des accords culturels et économiques, les Alaouites de Turquie ont depuis renoué avec la Syrie. Les hommes d'affaires de Hatay y ont trouvé un marché facile d'accès, les intellectuels ont fondé des amicales turco-syriennes, les familles dispersées entre les deux pays, déchirées par les tensions diplomatiques, se sont retrouvées, ou parfois ont tout simplement fait connaissance, prélude à des échanges commerciaux ou matrimoniaux à venir. Dans cette dynamique, l'été 2011 est un tournant. Suite au refus de Bachar al-Assad de soutenir la tentative de médiation turque, les relations se rompent entre les deux pays. En peu de temps, les portraits du président syrien se multiplient dans les rues d'Antakya et dans la ville de Samandağ à Hatay. Les anciens acteurs de la mise en relation entre les deux pays se retirent, au profit de nouveaux acteurs, bien plus politisés, qui s'opposent à la politique syrienne de la Turquie. Gérant tour à tour les dynamiques d'intégration et de conflit entre les deux pays, les Alaouites de Turquie peuvent être utilisés en sciences humaines et sociales comme un baromètre et un analyseur des relations turco-syriennes. D'aucuns verraient alors dans le revirement de 2011 une expression de la solidarité entre les Alaouites de Turquie et un régime en Syrie parfois lui-même qualifié d'alaouite. Pourtant, il est nécessaire de chercher derrière cet aspect le plus manifeste d'un tel comportement des dynamiques plus complexes, voire contradictoires, et élargir ainsi le faisceau des facteurs explicatifs. Les Alaouites de Turquie représentent entre 5 et 800 000 personnes, qui habitent surtout les régions de Hatay, Mersin et Adana dans le sud de la Turquie. Ils ne doivent pas être confondus avec les Alévis, ethniquement turcs quand les premiers sont d'origine arabe. Si les Alaouites et les Alévis se définissent par leur culte dédié à Ali ibn Abi Talib, gendre et cousin du prophète, il existe des différences doctrinales importantes entre eux. Les premiers ont une vision ambivalente quant au caractère divin d'Ali et se réfèrent au Coran écrit quand les seconds croient au Coran parlant, Konusan Quran. La doctrine alaouite émerge au IXe siècle, à la suite de Muhammad ibn Nusayr al-Abdi al-Bakri en Amiri, second de l'11e imam, al-Hassan al-Askari. Elle consiste en une exagération, goulou, du chiisme, dont les tenants seront précisés plus loin. Les Alaouites aujourd'hui se situent surtout en Syrie, en Turquie, voire Karte, et au Liban. La présence des Alaouites en Turquie fait suite à deux phénomènes. Le premier est la migration du XIXe siècle, en provenance de villes syriennes comme Latakia et Homs, vers la ville portuaire de Mersin, puis Adana pour des raisons économiques. Le second est l'annexion par la Turquie du Sancak d'Alexandrette, Hatay-Ilaki, jusqu'alors syrien en 1939. Au moment de l'annexion, une partie des Alaouites rejoint la Syrie. Ces immigrés et leurs descendants sont encore aujourd'hui appelés les Liwaïens, référence au Liwa Iskandarun, golfe d'Alexandrette. Ils ont bénéficié des politiques de cooptation du régime syrien, ce qui explique leur présence en nombre dans l'administration, l'armée et les renseignements. La majorité des habitants du Sancak est néanmoins restée en Turquie et a obtenu la nationalité turque. Là où certains s'attendent à un élan d'engagement vis-à-vis de la Syrie après 2011 en raison d'une solidarité confessionnelle entre Alaouites, le constat est sans appel pour Hassan Kilavuz, le président de l'association culturelle Alévi, AKD à Mersin, et le dédé du principal sémévi de la ville, les Alaouites ne font rien. Rien au-delà des affiches placardées sur les murs et de quelques sorties politiques de la part de députés kémalistes, CHP, Parti de la République et du Peuple. Et de continuer sur un ton moqueur. Lorsque nous organisons un repas pour la fête du Gadir, ils viennent nombreux. Mais lorsqu'il s'agit de protester contre la guerre en Syrie, il n'y a personne. Ils ne s'organisent même pas pour revendiquer leurs propres droits. Ce constat reflète les observations du chercheur une fois arrivé sur le terrain. Les hypothèses formulées de loin sont remises en question et revues, quand elles ne sont pas contredites. Mais il est utile de les énoncer ici, comme point de départ à dépasser. La première de ces hypothèses d'entrée est que la communauté se constitue en acteur international, pour survivre.
Or il n'en est rien. Les Alaouites restent majoritairement loyaux à l'État turc, remettant ainsi en question le postulat de James Rosno sur la constitution de la communauté qu'il appelle le subgroupe, en acteur dont l'autorité se substituerait à celle de l'État. Deuxième attente, deuxième hypothèse. Les Alaouites répondraient à ce que certains appellent la politisation de l'identité. Or il n'en est rien non plus. Bien que la communauté commence à s'organiser autour de certains acteurs de référence, la majorité oscille entre silence et adhésion à des valeurs plus larges comme le kémalisme ou le socialisme. Les Alaouites résistent ainsi à cette dynamique souvent présentée comme inéluctable. Troisième attente et troisième hypothèse. Une diplomatie identitaire serait à l'œuvre à un niveau communautaire. Pourtant, le cas alaouite ne présente aucune de ces caractéristiques, ou alors de façon très marginale. La diplomatie identitaire consiste en la mobilisation des différents niveaux de l'environnement social et politique par des acteurs, les entrepreneurs identitaires qui, suivant une rationalité instrumentale, constituent leur identité en question minoritaire, à même d'être revendiquée dans les champs national, transnational et international. Les ressources acquises à un niveau doivent alors pouvoir être converties dans un autre, selon des modalités dégagées par Ariel Kolonomos dans son ouvrage sur les réseaux transnationaux. Pour autant, cette littérature ne saurait couvrir tout l'agenda de recherche dans lequel se situe cette étude, à savoir celui de la diplomatie des communautés, et ce pour deux raisons. La première relève d'une confusion dans la définition par les auteurs de la diplomatie. Les dynamiques nommées ainsi par ceux-ci relèvent souvent de mobilisations transnationales appliquées à des minorités. Les outils manquent à ce jour pour appliquer à des communautés le concept de diplomatie, tel que le définissent les sciences sociales. Pour combler cette lacune, nous nous reposons sur les travaux de Paul Sharp. Selon lui, la diplomatie consiste en la gestion des séparations, management of separateness. Cette définition permet de situer la diplomatie ailleurs qu'au niveau des États, étant donné que les séparations en question relèvent d'un fait pluriel, plural fact, dont les États ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Partout où il y a des groupes, il y a des séparations. Partout où il y a des séparations, il peut y avoir diplomatie. À cette confusion s'ajoute une double réduction. La première concerne les acteurs. Ces travaux se penchent en effet sur le cas de minorités politiquement constituées, laissant de côté les communautés qui, pour des raisons tantôt sociologiques, tantôt anthropologiques, n'ont pas vocation à mobiliser politiquement leur identité. Pour définir la communauté, nous empruntons à Max Weber la définition de la communalisation, une relation sociale lorsqu'étant que la disposition de l'activité se fonde, dans le cas particulier en moyenne ou dans le type pur, sur le sentiment subjectif des participants d'appartenir à une même communauté. Ensuite, nous avons recours à la distinction opérée par Fouad Khoury entre la communauté et la minorité. Là où la première évolue dans la peripheralité vis-à-vis du centre politique, la seconde s'insère dans le champ politique pour tenter de bénéficier d'un meilleur ancrage culturel, social et juridique. La seconde réduction découle de la première et concerne cette fois les enjeux. L'enjeu pris en compte par la littérature est la reconnaissance. La reconnaissance, telle que définie par Axel Honneth, se décline selon des dimensions à la fois instrumentales et subjectives. Elle consiste pour celui qui la demande, qu'il s'agisse d'un État, d'un groupe minoritaire ou d'un individu, à sortir d'un état d'humiliation tel que le définit Goffman, à savoir l'écart entre l'image revendiquée et l'image perçue. Le cas étudié présente de nombreuses différences avec ces modèles. Cette inadéquation ne saurait signifier l'inaboutissement de la recherche, elle en est au contraire le commencement. En laissant le cas définir le concept, notre objectif est d'élargir le champ des diplomaties des communautés à d'autres acteurs et d'autres enjeux. Pour ce faire, il est proposé de prendre en compte les spécificités anthropologiques de la communauté, et en particulier une caractéristique que nous jugeons incontournable, l'ésotérisme. L'intégration de la communauté, mais aussi sa souveraineté et finalement sa survie, résidant dans l'existence d'un secret, le savoir dit Battini en l'occurrence, partagé inégalement entre les membres. Le secret de la communauté, et le caractère secret de la communauté elle-même, impliquent l'impossibilité pour les Alaouites de formuler une politique identitaire. De plus,
la publicité liée à la diplomatie de reconnaissance ferait perdre à la communauté sa raison d'exister, sa clé de voûte normative, sa résilience. La résilience. Pour définir la résilience, Ibn Khaldoun et la notion de Assaïa constituent un point de départ. Cet esprit de corps résulte pour le savant arabe du XIVe siècle seulement de la relation de sang ou de quelque chose qui y correspond, et dont il identifie la forme la plus aboutie chez les tribus pouvant vivre dans le désert. Ernest Gellner a étendu cette relation aux communautés. La notion de résilience élargit le paysage d'observation de la Assaïa. Elle prend en compte l'environnement dans lequel elle s'exerce. La résilience est alors la résistance aux chocs et aux crises à la fois, par et en vue de la cohésion du groupe. Une différence importante démarque la résilience des stratégies de reconnaissance en période de crise. Les stratégies de reconnaissance entendent bénéficier de la crise et ancrer un peu plus la minorité politiquement et juridiquement. Les stratégies de résilience, quant à elles, doivent permettre à la communauté de passer la crise de façon à toujours retrouver sa forme initiale. Dans le cas d'étude qui nous occupe ici, la résilience se décline en 3 enjeux. Les 2 premiers sont propres à la communauté alaouite et à son ésotérisme. Il s'agit tout d'abord de protéger le secret de la communauté. Ce secret, sir en arabe et sœur en turc, est le garant de l'existence même de la communauté, son liant principal. Le deuxième enjeu est la souveraineté, définie ici à la manière de Fouad Khoury. La souveraineté de la communauté est fondée sur la moralité, au contraire de l'État dont l'autorité se caractérise par la force, la coercition et les références légales standardisées. La souveraineté de la communauté existe dans un espace qui est à la fois autonome et rattaché à l'autorité politique. Isabelle Rivoal émet la même remarque à propos des Druzes qui, du fait de leur secret, n'ont jamais recherché l'unité politique autour de la défense d'une identité de type communautariste. Ils préconisent la loyauté à l'égard des structures d'autorité dans lesquelles ils sont insérés. Ensuite, le troisième enjeu est propre non pas seulement à la résilience des communautés ésotériques, mais à toutes les résiliences. La survie qui est remise en question tantôt par le recul de l'État et l'émergence d'acteurs non étatiques hostiles à la communauté, tantôt par la répression exercée par l'État, leur combinaison étant possible. À ces enjeux, nous proposons de faire correspondre 3 dynamiques de crise. Le secret est mis en danger par les dynamiques de révélation. La souveraineté est remise en question par les dynamiques de minorisation, à savoir la constitution de la communauté en identité minoritaire. La survie, enfin, relève des dynamiques de sécurisation, c'est-à-dire la formulation de l'appartenance à la communauté en enjeu de sécurité. La sécurisation de l'identité alaouite peut être causée par les tensions entre la Syrie et la Turquie, qui sont à même de faire de la communauté un ennemi de l'intérieur. Réel ou perçu. Ces 3 dynamiques dépendent de l'environnement national et régional, mais également de variables internes à la communauté. Les niveaux et les natures des séparations, gérées par la communauté alaouite. Nous avons déjà recouru précédemment à Paul Sharp, qui par une approche sociologique, tente d'isoler l'essence de la diplomatie. Là où certains ne prennent en compte que la fonction de négociation, l'internationaliste arrive à la conclusion que la diplomatie consiste en toutes les pratiques dont l'objectif est la gestion des séparations, management of separateness, entre des groupes. Ces groupes sont définis par leur identité, et dès lors pour Philippe Seb, les diplomates sont des récepteurs et des communicateurs d'intérêts et de valeurs. Représentation et communication sont ainsi parmi les fonctions principales de la diplomatie. L'approche de Sharp nous fournit la condition de possibilité pour parler d'une diplomatie, au niveau d'une communauté. Pour autant, nous nous écartons de l'auteur en ce que ce dernier conçoit ces séparations comme données, quand il faut rendre à la notion son caractère dynamique. Nous proposons ainsi de distinguer 3 niveaux de séparation. Le niveau communautaire, qui sépare la communauté du reste de l'environnement. Le niveau transnational, qui sépare la communauté du pays voisin. Et enfin le niveau extracommunautaire, qui voit la communauté constituer un pont entre 2 autres entités séparées.
À chaque niveau correspondent plusieurs natures, culturelles, sociales, politiques, structurelles, de séparation. Au niveau de la communauté, 3 séparations doivent être gérées. La première est culturelle. Pour mener le dialogue entre la communauté et les autres groupes ethniques et religieux, certains acteurs doivent se constituer pour représenter les alaouites. Cette fonction est celle de représentation. L'acteur représentatif pratique certaines activités essentielles de la diplomatie, celle du dialogue et celle de la communication. Nous verrons que cette fonction est sujette à des tensions, du fait de la publicité qu'elle implique. Une seconde séparation est celle que nous qualifions de structurelle. Il ne s'agit plus de représenter la communauté en tant que telle, mais de se positionner entre la communauté et les autres secteurs sociaux. La fonction entendue est la liaison. Les acteurs jouant ce rôle sont caractérisés par leur multipositionnement. C'est notamment le cas des acteurs centraux, proches du centre politique et social en Turquie. Enfin, un troisième type de séparation doit être pris en compte entre la communauté et le champ politique. Pour Jönsson et Hall, la diplomatie doit faire la médiation entre le particulier et l'universel, inscrire les intérêts particuliers du groupe dans le corpus de normes et de valeurs partagées par tous. Cette fonction est celle de revendication. À ce premier niveau de séparation s'ajoute un deuxième, que nous qualifions de transnational. Les relations transnationales sont définies par Bertrand Badi et Marie-Claude Smoux comme toute relation qui, par délibération ou par destination, se construit dans l'espace mondial au-delà du cadre étatique national et qui se réalise en échappant au moins partiellement au contrôle ou à l'action médiatrice des États. La séparation en question est donc la frontière étatique, entre la Turquie et la Syrie. Cette séparation est dépassée par 3 formes de réseaux. Le premier est identitaire, à caractère revendicatif ou non. Le deuxième est fonctionnel. Il s'agit par exemple des réseaux d'hommes d'affaires, ou encore associatifs, évoluant en général en dehors de toute considération identitaire. Enfin, le dernier apparaît comme évolutif puisqu'il peut, selon ce que les acteurs en font, se convertir en l'un des 2 réseaux précédents, le réseau de parentèle, caractérisé par sa plurifonctionnalité et sa malléabilité. Cette forme de diplomatie permet ainsi aux alaouites de bénéficier du différentiel de situation en leur faveur de l'autre côté de la frontière. Enfin, il existe un troisième niveau de séparation. La communauté peut, selon certaines modalités, faire un pont entre 2 autres entités séparées, et jouer dès lors un rôle d'intermédiation. Nous devons l'expression de pont à la littérature sur les réseaux sociaux, et en particulier à Mark Granovetter. Il a déjà été question plus haut des réseaux fonctionnels, actionnés par les alaouites dans des objectifs non identitaires. Dans certains cas, ces réseaux peuvent faire le lien entre les sociétés civiles turques et syriennes, gérant alors des séparations de 3 natures. La première est culturelle. Par leur multipositionnement, les alaouites font un pont entre l'identité syrienne et l'identité turque, à travers par exemple des partenariats, à l'image de l'amicale des écrivains turcs et syriens fondée par un intellectuel alaouite de Hatay. La seconde correspond à ce que Bertrand Badi appelle des relations intersociales, réduisant l'écart entre 2 sociétés civiles, l'enjeu principal étant social et non politique. C'est le cas par exemple des partenariats professionnels entre la Syrie et la Turquie, menés là encore par des alaouites de Hatay. À ces 2 séparations s'en ajoute une troisième, d'ordre structurel. Il est soutenu ici que par leur réseau, qui peut comprendre des responsables du régime syrien originaire du Liwa, les alaouites de Turquie permettent de faire l'assemblage entre 2 sociétés civiles que nous qualifions d'hétérogènes. Est abordé ainsi, par l'existence de réseaux transfrontaliers qui sont à la fois complexes, par la multiplicité des identités et des secteurs qu'ils impliquent, et hybrides, par l'implication d'acteurs à la fois non étatiques et étatiques, la dernière séparation gérée par la communauté alaouite, là aussi entre 2 entités extracommunautaires, à savoir les États turcs et syriens. Nous avons déjà amorcé la modalité de gestion de cette séparation. Il s'agit de la diplomatie réticulaire. Ces réseaux obéissent à plusieurs fonctions selon le contexte. En temps de paix, les initiatives interculturelles ou intersociales peuvent conduire à l'implication, et donc la rencontre, de responsables politiques turcs et syriens. Ces réseaux peuvent associer des diplomates, en particulier des diplomates originaires du Liwa,
en poste d'un côté ou de l'autre. En temps de crise, ces réseaux peuvent jouer le rôle de pont, de façon à maintenir des relations entre les deux pays, et à réguler les tensions après la rupture des canaux officiels. Hypothèse principale et plan de l'ouvrage. Les instruments décrits ci-dessus sont utilisés par les Alaouites dans ce que nous appelons une diplomatie de résilience. Elle consiste en stratégie de gestion des séparations, mobilisée par les acteurs pour assurer la préservation du secret, de la souveraineté et de la survie du groupe. Ces stratégies doivent permettre à la communauté de résister aux chocs à la fois internes et externes à la communauté, de façon à retrouver le statu quo précédant la crise. L'ésotérisme de la communauté influence à la fois la résilience comme objectif et ses modalités diplomatiques. La résilience permet à la communauté de préserver son intégration et son positionnement dans l'environnement politique et social, sans avoir à s'insérer dans cet environnement, comme le ferait une minorité en quête de reconnaissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.